Voilà près de 4 milliards d'années que la vie a réussi à s'imposer sur Terre. Seuls les spécimens les mieux adaptés ont survécu. Les autres ont disparu. Comment les espèces vivantes en sont-elles arrivées là? Elles sont le fruit de leur stratégie de reproduction. La nature exige que ces stratégies soient les plus efficaces possibles, d'où une persévérance et une application hors normes de la part de toutes les formes de vie. Dans le cycle de l'évolution, chaque espèce se livre à un combat sans fin pour transmettre ses gènes. Les survivants en sont les ultimes vainqueurs, avec, à la clé, des modes de reproduction parmi les plus extraordinaires qui soient. C'est le résultat de millions d'années de sélection naturelle pour échapper à l'extinction. La forêt amazonienne est souvent qualifiée de poumon de la planète. Elle abrite de nombreux marécages comme celui-ci. La couleur de l'eau est due à la décomposition des matières végétales. C'est dans ce milieu que vit un animal très discret. Il se fond dans le décor en prenant l'apparence d'une feuille morte et passe le plus clair de son temps au fond de l'eau. Son corps aplati est unique en son genre et son dos est couvert d'alvéoles. Subitement, quelque chose émerge de ces alvéoles. Des petits amphibiens jaillissent du dos de leur mère. Cet animal à la gestation si particulière est le crapaud du Suriname, Pipa Pipa. C'est le début de la saison des pluies. Les marécages se gorgent alors de substances nutritives. Pour toutes les espèces aquatiques, c'est une aubaine propice à la reproduction. Pipa Pipa, qui se nourrit de petits poissons, profite lui aussi de l'occasion. Cet animal présente un corps large et plat, couvert de petits piquants, qui lui permet de se dissimuler aisément afin d'échapper à ses prédateurs naturels. Lors de l'accouplement, le mâle grimpe sur le dos de la femelle. On dénombre environ 7700 espèces d'amphibiens dans le monde. Mais le mode de gestation de ce crapaud est le plus curieux de tous. Après la fécondation, les aspérités du dos de la femelle sont particulièrement visibles. Elles ressemblent à la surface d'une roche volcanique. C'est à l'intérieur de ces alvéoles que se trouvent les œufs en cours d'incubation. Le corps de la femelle grossit peu à peu afin d'offrir la meilleure protection possible à ses petits. Les jeunes resteront ainsi près de 5 mois dans les replis du dos de leur mère. Ils y passeront l'intégralité de leur vie de têtard avant de sortir complètement formés.
Toutes les 30 minutes, la femelle doit remonter à la surface pour respirer et alimenter sa progéniture en oxygène. La centaine de rejetons qu'elle abrite est sa priorité. Elle doit les nourrir. Ses minuscules yeux ont repéré une proie. Elle attend sans bouger, avant de gober le poisson en un éclair. Sa large bouche et ses longs doigts lui facilitent la tâche. Ce mode de gestation exige des sacrifices de la part de la femelle, mais garantit un meilleur taux de survie des petits comparativement à la simple ponte d'un grand nombre d'œufs. Une fois leur ultime stade de développement atteint, les jeunes crapauds abandonnent la protection du corps maternel pour s'élancer dans le vaste monde. À la fin de la saison de reproduction, la femelle a le dos couvert de cicatrices. Lorsqu'il s'agit de garantir la transmission de ces gènes, toutes les stratégies sont bonnes, si douloureuses soient-elles. Car ne pas perpétuer l'espèce, c'est être condamné à ne laisser qu'une trace fugitive dans l'histoire de la vie. Si Pipa Pipa privilégie la protection de ses rejetons, Bufo Stejnegery, lui, mise tout sur son abondante ponte. C'est la saison des amours pour ces crapauds de Corée. La concurrence entre mâles est acharnée pour conquérir les femelles. Même face à deux individus déjà en train de s'accoupler, les autres prétendants refusent de s'avouer vaincus. Car abandonner la partie maintenant pourrait signifier ne jamais avoir de descendance. La femelle pond plus de 30 000 œufs à la fois. Ces œufs sombres sont contenus dans des tubes composés d'une substance gélatineuse qui peuvent mesurer plus de 16 mètres de long. Elle consacre l'intégralité de son énergie à cet unique but. Tout à son désir pressant de s'accoupler, le mâle s'agrippe au dos de la femelle pour l'encourager à pondre davantage. Et lorsqu'un rival se hasarde à venir troubler l'opération, il est écarté sans ménagement. Une fois l'accouplement terminé et les œufs pondus, les parents s'en désintéressent. Leur stratégie de reproduction est exclusivement centrée sur la quantité. La nuit vient de tomber sur une zone humide. Cette nymphe attend depuis longtemps l'occasion de pouvoir s'accoupler. Cet animal, qui peut passer jusqu'à 3 ans au stade de larve, est une éphémère.
On en dénombre environ 80 espèces en Corée. Après leur métamorphose, elles quittent l'eau pour virevolter dans les airs. Les mâles se jettent alors à corps perdu dans une danse destinée à séduire une partenaire. L'accouplement, très bref, a lieu en plein vol. Il concerne des milliers d'individus en même temps. Ce phénomène de groupe s'explique en partie par l'inaptitude au vol des éphémères, car elles doivent s'envoler pour la première fois sitôt leur mue effectuée. Ce manque d'expérience conduit bon nombre d'entre elles dans les pièges tendus par les prédateurs. Mais avec une durée de vie aussi courte, d'où leur nom, ces insectes n'ont pas de temps à perdre à s'entraîner à voler. Leur nombre leur donne de plus grandes chances de survie. Les éphémères consacrent l'intégralité de leur brève existence à se reproduire. Une fois adultes, leur bouche s'atrophie rapidement pour les empêcher de se nourrir, afin qu'elles puissent se concentrer exclusivement sur la perpétuation de l'espèce. La reproduction est leur seule raison d'être. Après l'accouplement, la femelle pond une multitude d'œufs. Jusque dans leurs derniers instants, les éphémères constituent des proies faciles. Leur survie dépend exclusivement du grand nombre d'individus. Ces animaux consacrent toute leur force à pondre le maximum d'œufs dans l'eau avant de mourir. La plupart de ces œufs termineront dans le ventre des poissons. Mais même si une infime proportion d'entre eux parvient à éclore, la mort de leur géniteur n'aura pas été vaine. Chaque nuit, le ballet de ces éphémères fait cohabiter la vie et la mort dans un spectacle enchanteur. Ces insectes, apparus il y a 330 millions d'années, ont réussi à subsister jusqu'à nos jours grâce à leur stratégie reproductive spécifique. La reproduction est le but ultime de toutes les espèces vivantes. Elles évoluent en fonction des exigences auxquelles la nature les soumet. Mais il arrive que ces exigences soient défavorables à leur survie. Ce sont les aléas du milieu qui poussent les êtres vivants à des choix imprévisibles. On trouve une bonne illustration de ce phénomène chez cet insecte de moins d'1 centimètre de long, occupé à escalader la végétation à la recherche de nourriture. Ses longues antennes et sa taille fine le font ressembler à une fourmi, mais c'est en réalité une mouche diopside. À y regarder de plus près, ses antennes n'en sont pas. Il s'agit de pédoncules oculaires. Ses yeux très écartés confèrent à l'animal un champ de vision plus large que celui des autres mouches et donnent à sa tête uniquement dotée d'une bouche une apparence vaguement grotesque.
L'insecte passe beaucoup de temps à nettoyer ses pédoncules, qui sont d'une importance capitale, et pas seulement pour voir. Pourtant, au moment de sa mue, ses yeux sont accolés à sa tête. Ce fragile animal, alors incapable de voler, va aller chercher la protection de feuilles en hauteur. Puis il entame sa transformation. Ses yeux sont les premiers à se modifier. La mouche absorbe de l'air qu'elle achemine dans ses pédoncules oculaires, lesquels s'étirent alors comme des ballons qu'on gonfle. Pourquoi une telle caractéristique est-elle apparue? Comme les autres espèces de mouches, les mouches diopsides possèdent des yeux composés qui leur confèrent une vision panoramique, rapide et efficace. Vision encore amplifiée par l'écartement des yeux. Mais en vol, ces pédoncules oculaires deviennent un handicap. Ils ne permettent pas toujours d'éviter les dangers immédiats. Cet infortuné spécimen servira de repas à une araignée. Pourquoi ces pédoncules se sont-ils développés de la sorte alors qu'ils compromettent la survie de l'animal? Ce mâle qui nettoie consciencieusement ses appendices visuels a tout du guerrier se préparant au combat. Il va affronter un autre prétendant. Les deux rivaux se disputent une feuille. Les règles du combat sont simples. Celui qui a les plus longs pédoncules et les plus grandes pattes avant gagne. Ils se font face pour comparer leurs attributs. Rapidement, l'un des protagonistes comprend qu'il n'a aucune chance et bat en retraite. Ces deux adversaires sont de même taille. Le mâle de gauche porte le premier coup avec sa patte avant. Mais il est bientôt obligé de reculer face à la riposte de son rival. Après cette attaque au niveau des pédoncules oculaires, il fait demi-tour et quitte l'arène sans demander son reste. Pour ces mouches, la longueur des appendices visuels est un signe de force. Cette particularité, en dépit des inconvénients et des dangers qu'elle peut présenter, joue un rôle crucial pour l'animal. Pourtant, elle n'a pas été dictée par l'environnement ni par les mâles eux-mêmes. Elle prend tout son sens lors de la parade nuptiale. La longueur des pédoncules oculaires des mâles a une importance prépondérante lors de l'accouplement. Ils s'affrontent sans merci pour l'accès aux femelles. Et ces dernières préfèrent les partenaires avec les yeux les plus éloignés possibles. Ce mâle vient tenter sa chance auprès d'une femelle déjà très courtisée. Il attaque l'un des soupirants alors que celui-ci avait baissé sa garde. Mais l'adversaire s'avère plus coriace que prévu. Le vainqueur revient vers la femelle. Les pédoncules oculaires des mâles se sont développés car les femelles sont plus attirées par cette caractéristique. Pour plaire, les mâles doivent donc se parer de ces encombrants attributs. S'ils veulent se reproduire, ils n'ont pas d'autre choix. C'est un exemple parmi d'autres
d'évolution induite sous la pression de la sélection sexuelle. Ce mâle fait sa toilette avant de partir en quête d'une partenaire. Quelles autres transformations les préférences des femelles provoqueront-elles au fil du temps? C'est le printemps. Partout, les fleurs apparaissent et embaument. Cette floraison marque le début de la saison des amours. Les premiers à y réagir sont les insectes. Les abeilles sont capables de sentir des fleurs à 1 km à la ronde. Elles prélèvent le nectar et, en échange, transportent le pollen de plante en plante. Les fleurs aux parfums les plus forts sont le lieu de rencontre de différentes espèces. Pour de nombreux individus, ces rencontres fortuites sont l'occasion de s'accoupler. L'accouplement peut avoir lieu tandis que la femelle continue à butiner. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Mais les insectes non butineurs ont recours à d'autres stratégies de reproduction. À l'image de celui-ci qui avance d'un pas décidé sur un terrain accidenté. De prime abord, il n'a pas l'air commode avec ses imposantes mandibules. Mais ses couleurs chatoyantes le font ressembler à une œuvre d'art. Ce coléoptère, capable de s'envoler rapidement, quoique maladroitement, est une cicindelle. Il peut sauter et voler sur une courte distance avant de retomber lourdement quelques dizaines de centimètres plus loin. Si son aptitude au vol est très limitée, en revanche, c'est un excellent coureur. La plus rapide des cicindelles peut parcourir jusqu'à 9 km par heure. Un mâle passe donc son temps à courir après une partenaire. Celui-ci a trouvé de quoi manger sous la forme d'une larve morte qu'il broie avec ses puissantes mandibules. Une fois rassasié, il peut reprendre sa route. Après un long chemin, soudain, le mâle se fige. Il vient de croiser une femelle de la même espèce que lui. Il s'approche discrètement d'elle. Après une aussi longue quête, comment va-t-il s'y prendre pour la séduire? Il se précipite sur elle comme s'il attaquait une proie. Surprise, la femelle se débat, ce qui décuple la violence du mâle. Il utilise ses mandibules pour clouer sa partenaire au sol. L'accouplement est particulièrement brutal. La cicindelle femelle n'a pas son mot à dire. L'acte reproductif dépend entièrement du désir du mâle.
Il va tenter de s'accoupler avec toutes les femelles qu'il rencontre, d'où son surnom de Casanova des insectes. Lorsque le nombre de cicindèles femelles diminue, l'appétit sexuel des mâles s'accroît. Il arrive qu'un individu ne relâche pas immédiatement son étreinte sur sa partenaire, pour s'assurer qu'aucun autre mâle ne viendra l'assaillir. Son besoin impérieux de transmettre ses gènes est d'une rare violence. À la fin de la saison des amours, on assiste à des changements dans l'habitat des cicindèles. De petits trous font leur apparition dans le sol. Ils ont été creusés par les femelles. Celle-ci est en train de pondre. Afin de protéger son œuf, elle l'enfonce le plus profondément possible dans la cavité qu'elle a creusée. Elle pond généralement un œuf par trou. La cicindèle passe la moitié de son cycle de vie, qui dure 2 ans, sous forme de larve. Une larve qui présente déjà des mandibules impressionnantes. Elle est carnivore et chasse même à l'état larvaire. Pour cela, elle bouche le trou de son repère avec sa tête. Lorsqu'une proie comme cette fourmi passe à sa portée, elle la saisit et la tire au fond de sa tanière. Pour les petits coléoptères comme les cicindèles, la violence est l'une des stratégies de survie les plus efficaces. Mais d'autres espèces procèdent avec plus de raffinement. Une créature s'apprête à émerger du tronc de cet arbre en décomposition. Ce coléoptère est de la famille des Cerambycidés. Il a passé 1 an au stade de larve dans du bois en putréfaction avant de prendre sa forme adulte. Affamé, l'animal part à la recherche de pollen ou de nectar. Ses longues antennes lui permettent de détecter la présence de fleurs et de se diriger droit sur elles. Il a senti cet astilbe en pleine floraison, synonyme de nourriture. Une plante parfaite pour un premier repas. L'insecte se gave de nectar. Ses longues antennes entravent un peu son festin, mais comme elles lui ont permis de trouver les fleurs, il ne peut pas se plaindre. Une fois repu, le mâle utilise à nouveau ses antennes, mais cette fois pour trouver une partenaire. Il est capable de sentir les phéromones émises par les femelles de son espèce. Après avoir trouvé une partenaire à son goût, il grimpe délicatement sur son dos.
Durant l'accouplement, le mâle masse doucement la femelle avec ses mandibules. Une façon de procéder radicalement différente de celle des cicindèles. Car il existe une multitude de stratégies de reproduction, toutes appelées à évoluer. Notre planète abrite des dizaines de millions d'espèces, qui ont toutes des techniques reproductives particulières. Et parmi elles, certaines défient l'imagination. Du moment qu'elles permettent d'éviter l'extinction, toutes sont valables, quels que soient leurs inconvénients ou leurs dangers. La sélection naturelle permet de faire le tri entre les individus les plus aptes à se reproduire, leur assurant ainsi une plus grande descendance. Voici une crevette menthe-pan. Ses yeux, capables de percevoir les ultraviolets et les infrarouges, peuvent opérer une rotation à 360 degrés. L'animal possède aussi des pinces très puissantes. Après l'accouplement, la femelle passe le plus clair de son temps à l'abri dans une cavité. Comme elle transporte en permanence ses œufs sur elle, elle est particulièrement agressive et sensible aux moindres mouvements extérieurs. La présence de ses œufs ne lui facilite pas la tâche lorsqu'il s'agit de chasser ou d'échapper aux prédateurs. Mais elle privilégie la protection de sa descendance plutôt que son propre confort. Ces rejetons valent tous les sacrifices. C'est encore plus vrai pour les espèces dont la population est relativement limitée. Les tout-en-gueules forment des couples à vie. Chez ces poissons particulièrement territoriaux, c'est le mâle qui protège les 500 œufs pondus. Durant les 7 jours où il les incube dans sa bouche, il cesse de s'alimenter. Peut-on imaginer stratégie de protection plus efficace ? L'inventivité des espèces dans ce domaine semble n'avoir aucune limite. Élever sa progéniture requiert patience et persévérance. Cette araignée loup femelle se déplace aussi avec ses œufs. Ils sont contenus dans un cocon situé à l'extrémité de son abdomen. Elle est d'ordinaire très rapide, mais son cocon entrave et ralentit ses mouvements. Heureusement, ses petits finissent par en sortir. Ils ne se dispersent pas dans la nature, mais prennent place sur le dos de leur mère, qu'ils ne quitteront pas une seule seconde. La femelle ne semble pas gênée par leur présence. Pourrait-il s'agir d'une forme d'instinct maternel poussé à l'extrême? L'araignée reste parfaitement immobile en attendant que tous ses petits se soient installés sur son dos. Leur poids est conséquent, mais elle le supporte comme si de rien n'était.
Elle part alors en chasse avec son fardeau. Elle n'est pas libre de ses mouvements, ce qui peut la mettre en danger. Mais sa progéniture passe avant tout. D'autres petites araignées ont hâte de découvrir le monde qui les entoure après avoir passé le début de leur vie dans le refuge aménagé pour eux par leur mère. Un refuge qui se trouve dans une feuille de roseau. Son extrémité a été savamment pliée. La majorité des feuilles alentour présentent ce type de pliure. Quel est donc l'architecte responsable de ces étonnantes constructions? Il s'agit d'une araignée de la famille des Clubionidae. Elle bâtit cet abri pour ses petits avec une formidable dextérité. Un ouvrage construit sans plan et en un temps record. Les bords se rejoignent parfaitement, comme s'ils avaient été préalablement mesurés. À l'intérieur, la femelle a recouvert chaque œuf d'une couche de soie pour lui permettre de se développer en toute sécurité. Afin de garder constamment un œil sur sa progéniture, elle a renoncé à se nourrir. Les œufs sont désormais prêts à éclore. À l'intérieur de leur cocon, les petits s'agitent. Ils se libèrent de leur enveloppe de soie. Grâce aux soins apportés par leur mère à leur protection, un grand nombre de jeunes araignées parviennent à voir le jour. Dès leur éclosion, elles doivent trouver elles-mêmes de quoi se nourrir. Une nécessité absolue avant d'affronter le monde qui les attend. Pourtant, elles ne sont pas encore en état de chasser. Dans ces conditions, comment vont-elles pouvoir survivre? Contre toute attente, leur mère va se sacrifier en leur offrant son corps en pâture. Elle reste immobile, tandis que ses petits la dévorent. Une stratégie extrême qui voit la femelle privilégier la vie de sa progéniture aux dépens de la sienne. Cette fin peut sembler particulièrement atroce. Mais mourir pour assurer la survie de sa descendance est une façon d'assurer la pérennité de l'espèce. Une façon de perpétuer le cycle de la vie. Malgré sa violence et son aspect impitoyable, la sélection naturelle est le processus qui gouverne la vie sur Terre depuis toujours. À l'exception des sociétés humaines.
Nous n'avons probablement pas encore découvert toutes les stratégies que les organismes vivants ont été conduits à mettre au point pour se reproduire. Les espèces sont constamment soumises à des contraintes naturelles. Et finalement, seuls les individus qui les supportent le mieux survivront et échapperont à l'extinction.